Bonjour à Thiébélé, bonjour à Boromo et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. Une audience qui se penche aujourd'hui, déjà qui décrypte pour vous chaque matin les faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous évoquons les échanges qu'a eu le président de la transition, Ibrahim Traoré, avec le monde universitaire. Deux juges sont en place pour décrypter cette actualité. Bonjour, juge Bernard Boumba. Bonjour, président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Boumba. Bonjour, président Toumandi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine et vous le savez, les faits sont sacrés, les commentaires libres dans le prétoire de la télé interactive True TV, accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 de Bouquet et Canal+. Cette émission vous est également servie en direct et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine et sur nos plateformes numérique. 4e audience du tribunal de l'actualité, donc, qui commence bien entendu avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Avant-propos des juges, que l'on commence par Bernard Bougman. Merci, président. Mon avant-propos va concerner la sortie hier de la ministre Nandi Diallo au sommet par rapport à la situation sécuritaire, par rapport au convoi humanitaire, donc le convoi aérien effectué par le PAM, où elle révèle qu'effectivement, il est demandé entre 20 à 25 millions de dollars pour pouvoir le faire. Ça dépasse la dizaine de milliards en francs CFA. Et donc pour pouvoir faire ces ravitaillements. Le Burkina aussi aurait posé des conditions par rapport au convoi, par rapport à sa sécurisation et par rapport à ceux qui vont constituer la délégation. Donc pour savoir c'est qui prend les vivres, c'est qui réellement livre, est-ce que c'est arrivé à bon port, et puis bon voilà. Donc c'est vrai, c'est ici un pays également qui veut affirmer sa souveraineté, mais aussi des conditions à remplir. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas rien, donc ça demande une contribution. C'est là où effectivement je vais en venir. L'indépendance a un coût, la liberté a un prix à payer. Et bon, je vois des gens qui en veulent au PAM, il y en a également qui disent il faut assumer, il faut faire ceci. Donc, c'est ça aussi le sens de ce qu'on appelle l'effort de guerre. Chacun a son niveau de responsabilité, a une part contributive à apporter. Et parfois, quand on a l'impression que c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Donc, ce n'est jamais gratuit. Même si vous n'avez pas contribué, même si vous n'avez pas donné un franc, ce n'est pas gratuit parce qu'il y a quelqu'un qui a payé quelque part. Donc, des populations qui reçoivent les vivres, il y a un État derrière, il y a une multinationale, une organisation onusienne derrière, mais il y a aussi de l'argent parce qu'il y a. Donc, je suis étonné de la réaction de certains. Bon, vous pensez que c'est gratuit? Non. Quand vous essayez à un moment donné de vous affirmer et de vous affranchir, effectivement, la réalité, le prix à payer vous vient en face. La question c'est est-ce que les Burkinabés d'ailleurs sont prêts à payer pour cette liberté, pour cet affranchissement par rapport à leur effort personnel de guerre à contribuer? Ça c'est une grosse interrogation, c'est une grosse question qui reste sans réponse. Alors rapidement, un deuxième avant-propos pour terminer, c'est l'ambassadeur Sinka qui a été relevé de ses fonctions hier, alors que celui qui représentait le Burkina au niveau de l'ONU, bon, il a été relevé. Bon, les raisons n'ont pas encore été officiellement données, et d'ailleurs il n'est pas seul, mais tout porte à croire que c'est lié à un certain nombre de dossiers. Vous savez qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, à un moment donné, le climat n'était vraiment pas bon. Les relations entre la ministre Rwanda et certains collaborateurs, et certains d'ailleurs qui sont envoyés en chancellerie, n'étaient pas simples. Le dernier fait aussi, c'était le procès qu'avait intenté celle qui faisait office de trésorier à l'ambassade de Burkina à Ottawa au niveau du Canada, qui a essayé en justice contre son remplacement et qui a gagné devant le Conseil d'État. Mais maintenant, elle a été relevée d'ailleurs hier de ses fonctions. Je ne sais pas s'il y aura un rebondissement judiciaire, alors que ce n'est pas le seul dossier judiciaire, parce qu'il y a aussi l'affaire Camara. Et donc, on a vu aussi la passe d'armes à travers le tribunal de l'actualité
où le ministère est venu s'expliquer. Après, l'ancien ambassadeur Boudou est venu également s'expliquer. Donc j'ai dit, c'est des rebondissements et des rebondissements. Maintenant, qu'est-ce qui est reproché à Sinka? On ne sait pas. J'ai dit, mais est-ce que, parce que aussi il y a la question de la délégation, la forte délégation burkinabé qui avait été à l'ONU, il y avait eu le traitement où certains diplomates accrédités au niveau des Nations Unies, au niveau du Burkina, n'avaient pas avaient contribué à relayer ou à répandre certaines informations. Est-ce qu'il est mêlé ou pas? Alors peut-être qu'on le saura davantage, mais quoi qu'il en soit, bon, relever quelqu'un de ses fonctions, c'est quand même pas... il y avait bel et bien une explication. Il doit y avoir une explication et on attend cette explication. En tout cas, on attend des précisions pour en voir plus clair, surtout que récemment, on le sait, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina a été rapatriée, Manu Militari, je dirais. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? Oui, merci Président. Moi, je vais revenir sur le point fait par le secrétariat permanent du CONASUR, Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, sur la question des déplacés internes. Et ce qu'on sentait s'affirme davantage. Ça veut dire que les plus touchés par la crise sécuritaire, ce sont les femmes et les enfants. Sur les 1,8 million, de plus de 1,8 million déplacés internes que nous avons, il y a quand même plus de 992 000 femmes. Donc ça doit vraiment nous interpeller. Et la moitié des déplacés internes, c'est de lorsqu'on prend entre 0 et 14 ans. On a plus de 200 000 qui ont moins de 5 ans. Donc ça, c'est la réalité de ce qui nous attend demain. C'est-à-dire une bonne partie de la population qui erre et qui est dans des difficultés énormes. Et le CONASUR qui rappelait aussi que quand on prend 2022, les besoins, parce que les premiers besoins sont alimentaires, hein, il y a d'autres besoins financiers et tout, pour les aider à se prendre en charge, mais à plus de 80%, le premier besoin il est alimentaire. Et quand on prend 2022, le besoin était de 500 000 tonnes. Mais l'État n'avait que 89 000 tonnes. 500 000, 89 000, regardez le gap. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Il y a une situation humanitaire qui est très difficile. Il ne faut pas s'amuser avec. Et ça, c'est une vérité. Il y a beaucoup de Burkinabés aujourd'hui qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas de quoi manger. Mais là, ça appelle aussi, en même temps aussi, à ce que ceux qui peuvent donnent. Parce qu'on a fait plein de campagnes, il y a des canaux qui ont été mis en place. Il faudrait que chaque Burkinabé pense un peu à cela. Parce qu'il y a un frère, il y a une soeur, il y a une tante, il y a une maman, il y a un papa qui est quelque part, qui n'a pas le minimum. C'est vrai que c'est dur, mais il faut songer à ça. Et ces chiffres-là nous rappellent cette réalité. Ces chiffres nous rappellent cette réalité, une réalité des personnes déplacées. On dit maintenant d'ailleurs, je crois, individus déplacés, 1 million, plus de 800 000. 1 million 800, je vais trouver le bon chiffre. Aujourd'hui, au 31 décembre... 1 882 391. 1 million 31 décembre. Au 31 décembre 2022. C'est une réalité avec laquelle il faut compter, mais c'est surtout une réalité qu'il faut résoudre rapidement. Enfin, oui, je dis rapidement, c'est si facile à dire pour nous autres, hein, rapidement. De toute façon, il faut inverser la tendance. Face à face, le 17 janvier dernier à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, entre le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et des étudiants pour des échanges francs sur la réalité sociopolitique et sécuritaire du pays. Alors, tout d'abord, quels sont, selon vous, les enjeux d'une telle rencontre entre le chef de l'État et les étudiants de l'université? D'ailleurs, un reportage de Tri TV a montré qu'il y a très peu de chefs d'État qui s'y sont collés à cet exercice-là. Bernard Bougman. Merci. Le premier enjeu, c'est un test grandeur nature, de sa popularité, 2, d'être accepté à l'université de Ouagadougou, 3, d'être écouté. Et ça, parce que c'était pas donné, c'est pas donné à n'importe quel dirigeant politique de pouvoir fouler le sol de l'université de Ouagadougou compte tenu de ce qui s'est passé. D'ailleurs, le reportage, pour ceux qui ont suivi, oui, voilà, ça retrace quand même le parcours difficile de certains sur le campus. Certains ont même été hués, d'autres chassés, d'autres humiliés. Donc ça, il faut le reconnaître, ce n'était pas gagné. Donc ça, c'était le premier enjeu, tester
Voilà. D'autres enjeux, c'était le contenu maintenant du message. Parce que dans une situation de prise de parole, le plus important, c'est l'intention du message. On est venu avec quelle intention au juste? Parler à cœur ouvert, prendre un bain de foule, haranguer de foule et repartir. Est-ce que je suis venu chercher un soutien quelconque moral pour dire que attention, les étudiants sont avec lui, attention, attention. Qu'est-ce que je viens chercher? C'est beaucoup plus là-bas que, surtout maintenant là, c'est l'enjeu lié au déplacement du chef de l'État lui-même. Pourquoi il est allé? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Donc, en général, quand il y a ce genre de visite, l'université est balayée, nettoyée, les effigies, les portraits, comment on appelle ça, géants. Mais là, on a le décor, on n'a rien vu. On a vu une table sèche, il n'y a même pas un drap, il n'y a rien qui a couvert la table. C'est le drapeau burkinabé, le micro, et puis le chevalier qui indique que c'est le chef de l'État, rien d'autre. C'est vrai, il y a des écrans géants parce que c'était dans 2 amphis. Et voilà, donc le décor, il était vraiment un décor d'un amphi normal du Burkina qui reçoit un chef de l'État, bon, qui est plusieurs présidents de transition. Sous d'autres jours, ça aurait été un président élu ou d'autres dirigeants, même issus du coup d'État, le décor allait être autre, allait être tout autre chose que par rapport à ce qu'on a vu. Ça, ce sont les éléments de forme que je vais rappeler. Donc, ce sont des enjeux. Est-ce qu'il faut balayer l'université? Est-ce qu'il faut nettoyer? Est-ce qu'il faut mettre tout? Parce que c'est des éléments qui accompagnent le message. Mais là, on a vu un soldat qui est venu s'asseoir sur une table sèche, je répète, pour pouvoir s'adresser à des étudiants qui l'attendaient également et qui voulaient l'écouter et qui voulaient l'entendre. Et ça, ce pari-là, dans les éléments de forme, il a réussi quand même ça. Et ça, c'est un bon point déjà. Voilà. Maintenant, dans le fond, c'est toute autre chose, quoi. Voilà, donc on va venir au fond. Alors, vous avez peut-être aussi des remarques à faire sur la forme. En tout cas, pour vous, quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en dehors de ce que nous a indiqué le juge Bernard Boudouin? Bon, c'est vrai que votre première question, peut-être traduisait une réalité, c'est que la plupart de nos chefs, là, quand ils viennent, ils ont c'est un genre de crainte, d'aller dans l'antre, même les étudiants, pour discuter avec eux. Un foyer de contestation. Voilà, parce que à la vérité aussi, ils sont pas souvent bien vus, et puis bon, il y a aussi dans le passé, il y a eu aussi des éléments qui ne concourent pas à ce que ça rassure davantage. Je pense que Luc Adolphe Thiaw peut vous en dire un bout là-dessus. Donc, pour dire que c'est pas forcément, ça ne vient pas forcément dans la tête des uns et des autres d'y aller. On préfère déplacer quelques étudiants et on les intègre dans un groupe de jeunes, et puis on discute, on dit on a discuté avec la jeunesse. Ou bien, pour d'autres présidents aussi, on les rencontre, les étudiants, que lorsqu'on va à Washington, et on dit c'est les étudiants vivants à. Et le président échange avec eux, puisque la plupart des nationaux que vous avez de l'autre côté là-bas, bon, ils n'ont pas trop le temps de venir s'asseoir et discuter avec le chef de l'État. Donc souvent c'est des étudiants qu'on met face, et puis bon, il y a ces échanges-là. Mais un président qui se déplace à l'université Joseph Kizerbo pour discuter avec les étudiants, c'est des choses qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas. Et Ibrahim Traoré l'a fait, on peut le mettre à son compte. C'est un mérite. Maintenant, quand vous voyez les discussions qui ont été menées, elles étaient très larges. C'est vrai qu'il y avait la condition d'apprentissage à l'université, les réalités estudiantines, mais tout y est passé, diplomatie, relations économiques, tout y est passé, tant et si bien que bon, vous vous demandez, est-ce que l'échange, il y partait dans un cadre bien précis. En fait, on a l'impression qu'il est allé échanger avec les étudiants de tout et de rien. Et puis peut-être expliquer un peu sa vision des choses, et puis comment il compte parvenir relativement aux objectifs qui sont les siens et tout. Voilà, on a l'impression que c'était beaucoup plus cela. Mais ça a tranché d'avec toute autorité qui vient au campus, parce que cette fois-ci, on n'a pas eu les routes barrées,
comme on l'avait par le passé, où dès que c'est annoncé, quelques heures avant, vous avez des leaders étudiants qui commencent à menacer, qui disent ceci, qui disent cela. Tout ça, on n'y a pas eu droit. Mais on est dans un contexte bien particulier, tout ça devrait pouvoir se comprendre. On est dans un contexte particulier et l'enthousiasme était au rendez-vous. Les échanges entre le président Ibrahim Traoré et les étudiants portaient notamment sur les difficultés rencontrées par les étudiants, mais également sur la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Bernard Bougma, vous vouliez parler du fond. Oui, effectivement, ce sont d'ailleurs les deux plats qui ont été, le plat central, voilà, on n'a pas dit central, c'est les deux. Les conditions et la situation sécuritaire. Lui-même, dans son introduction, dans son adresse, il en a déjà parlé. Il a commencé d'ailleurs par les conditions parce que c'est un milieu qu'il connaît bien, parce qu'il y a étudié. Donc il connaît bien les réalités de l'étudiant burkinabé. Donc peut-être qu'après lui, les choses ont évolué dans un sens positif ou pas, mais ce qui est sûr, c'est des réalités qu'il connaît. Donc des difficultés liées à la restauration, des difficultés liées aux problèmes de place, des difficultés liées à l'insuffisance d'encadreurs, donc d'enseignants, des difficultés liées également au système LND. Le chevauchement des années, il n'est pas étranger à une telle situation. Donc ça déjà, il connaît. L'autre réalité, c'est que vous avez les moins de 35 ans, tape les 78% de la population burkinabé, selon le dernier RGPH. Donc lui, il a 35 ans. Donc il est dans son milieu, il est avec ses, comment on appelle ça, l'écart d'âge n'est pas voilà, il est avec les jeunes. Voilà, il est avec les jeunes. Donc il est dans son élément. Il est avec les gens de sa génération. Voilà, pour parler comme les jeunes, il est dans son élément. Donc il est avec ses éléments entre griffes. Parce que l'écart d'âge quand même n'est pas grand. Donc c'est gens qui se retrouvent et qui parlent à peu près le même langage. Donc ça facilite les choses. Maintenant, sur les questions sécuritaires, il a également dit la vérité. Ce que d'ailleurs ses admirateurs ne veulent pas entendre. Il a dit les attaques se sont multipliées. Depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant, les attaques se sont multipliées. Mais nous aussi, nous redoublons d'ardeur, nous redoublons d'efforts, mais la réalité, elle est là. Et c'est quand vous dites, alors qu'à certains de ces contemplateurs, quand vous dites que les attaques se multiplient, ça devient de la bagarre. Vous êtes voué aux gémonies. C'est comme si vous êtes en train de dire que leur champion ne travaille pas. Non, ce n'est pas le champion d'un groupe. Ce n'est pas le champion d'une entité sociale, c'est le président de la transition du Burkina. Et c'est à lui que les Burkinabés s'adressent. Et c'est lui également qui est même allé dire que les attaques se sont multipliées. Donc ce n'est pas, dire ça, ce n'est pas des gens qui n'aiment pas le Burkina. C'est la réalité des faits. Mais maintenant, est-ce que derrière, il y a un effort qui est fait en termes d'équipement, en termes de pouvoir reprendre le contrôle, en termes d'autorités qui veulent se battre et qui ont la guerre dans le sein, qui veulent se battre. Ça, c'est maintenant l'autre réalité qui est en face. Maintenant, face à la multiplication des attaques et la volonté d'aller de l'avant, de conquérir le territoire, qu'est-ce que maintenant tous les Burkinabés font? Est-ce qu'ils restent soudés en bloc derrière les autorités parce qu'il y a une volonté, ou bien ils se disent, compte tenu du fait également qu'il y a une multiplication, c'est pas sûr qu'il soit, est-ce qu'il ne faut pas envisager d'autres solutions? C'est beaucoup plus là le débat. Ouais. Et là, il a été franc. C'est ça aussi l'une des qualités du capitaine, c'est de dire la vérité aux gens. Donc il a été franc, il était honnête. Ce n'est pas une affaire de dire comme nous sommes en train de monter en puissance, les attaques se sont... Non, ce n'est pas ça. Que par moment, que des bancs soient détruits, que des ardeurs des terroristes soient diminués dans certaines localités, ça c'était fait. Que des localités puissent être reprises, ça c'est des faits. Mais maintenant, la réalité aussi, l'autre fait qui est réel, c'est qu'il y a une multiplication, les attaques se sont multipliées. Et ça, je dis bien, c'est la réalité des faits. Donc, pour résumer sur les réalités universitaires et sur la question sécuritaire. Alors ça, ce sont les faits, et les faits sont sacrés. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré a été, comme vous l'avez dit, Bernard Bougma a été sincère. Il a dit notamment, je le cite, le nombre d'attaques s'est multiplié, mais nous allons donner le maximum de nous-mêmes pour lutter contre nos ennemis, car leur nouvelle stratégie est de s'attaquer aux populations
aux populations civiles. Fin de citation. Oui, Geoffroy Vara, le capitaine président de la transition, fait la preuve de sincérité et montre la réelle mesure des choses. Oui, et ça se constate. C'est vrai que ce que Bernard disait, c'est très pertinent. C'est-à-dire le commandant en chef lui-même dit il y a plus d'attaques. Mais ça, il faut dire que ça peut se comprendre. C'est une réaction aussi au fait qu'on soit dans une dynamique d'offensive. Quand vous êtes attentiste, ils sont dans leur confort, chacun dans son camp, et puis vous regardez, ils avancent un peu, ils prennent un peu de terrain, après ils en prennent encore. Aujourd'hui, la dynamique elle est tout autre. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, les offensives se multiplient. Ça c'est une réalité. Maintenant, l'ennemi ne va pas s'asseoir et dormir, regarder. Quand on voit le rapt qu'on a vu la dernière fois de femmes en nombre important comme ça, c'est des éléments qu'on n'entendait pas après. Dans le passé, il y avait des enlèvements certes, mais en masse comme ça on n'en entendait pas parler. Mais ça veut dire aussi que c'est un fond. Donc chacun utilise des méthodes nouvelles. N'oubliez pas que le terroriste, sa vocation première, c'est s'aimer la terreur. Et donc, quand il monte d'un cran comme ça, c'est pour aussi les populations leur faire comprendre que, attention, avec la dynamique des VDP, n'y entrez pas, parce que sinon, voilà ce qui va vous arriver. Parce qu'ils savent aussi que il y a en face maintenant du répondant. Et avec les enrôlements, je parle du VDP, ça pourrait être bien compliqué pour eux. Oui. Donc c'est normal qu'il y ait donc beaucoup plus d'attaques, il y ait beaucoup plus d'éléments de ce genre-là. Mais on est en guerre. Et c'est pour cela que le discours de Ibrahim Traoré, pour moi, il est très important. Tant qu'il restera aussi sincère. Ça veut dire, on a eu une période où ce qu'on niait presque, c'est qu'il y ait des attaques. Quand vous en parlez, on vous dit vous aimez trop raconter des choses, c'est pas ça en fait, c'est ceci, c'est cela. Jusqu'à ce que vous ayez des éléments forts où on commence à vous dire que non, le nombre de morts là, ce n'est pas ce que vous dites, et quand ça explose, on ne sait même pas comment venir vous faire un point. C'est ça la réalité. Il faudrait que ce discours de sincérité là, il le garde. Et ça, c'est très important pour moi. Et quand il échangeait avec les étudiants, il a pris quand même 15 minutes à leur parler. On va dire un discours, mais il a sa façon à lui de ne pas écrire les choses, mais de parler de façon assez directe. Oui. Et il a posé la situation. Je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Auparavant, on avait l'impression qu'on ne... Vous savez, on ne peut pas dire à un malade qu'il ne souffre pas comme... Sa souffrance n'est pas ce qu'il dit. C'est lui qui la ressent. Donc au moins, ce sur quoi vous devez être d'accord avant de commencer à pouvoir à proposer quelconque remède, vous devez être d'accord sur son mal. Si vous n'êtes pas d'accord sur son mal, ça veut dire que vous vous trompez déjà. Mais avec Ibrahim Traoré, c'est vraiment différent. On est dans un discours de vérité sur ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est l'interprétation des autres après. Il y en a qui disent non, quand on dit que c'est comme ça, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Ou même ceci. Il y a tellement de défenseurs, d'accompagnants que apparemment à un moment donné, il ne faut pas dire la vérité. Si lui-même est dans la dynamique de dire la vérité, il faut que les gens acceptent aussi les critiques. Il y a beaucoup d'éléments à parfaire. Et quand on regarde l'échange qu'il a eu au niveau de l'université, pour moi c'était empreint de cette sincérité-là. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments qu'il a abordés après qui ne sont pas forcément dans le carcan de la sécurité. Et c'est des choses sur lesquelles peut-être on va revenir. Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs annonces au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les étudiants. Plusieurs tiroirs, donc on ne peut pas tous les ouvrir au cours de cette émission. Les échanges ont notamment porté sur la volonté des étudiants de s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie VDP, une aspiration qui réjouit le chef de l'État. Mais ce dernier souhaiterait plutôt que les étudiants soient formés dans la fabrication de Kalachnikov, a-t-on appris. Bernard, oui, effectivement, j'ai entendu cette partie-là, plutôt que d'aller les prendre au front, former dans la fabrication des Kalachnikov. Bon voilà, c'est-à-dire que
Bon, j'essaie d'interpréter avant de le c'est-à-dire, on vous apprendra beaucoup plus à produire. Voilà, donc c'est-à-dire que... D'autant qu'on a besoin de personnes qui savent fabriquer donc, ce matériel tout à fait. De défense. Tout à fait. Et donc ça peut être élargi d'ailleurs à plusieurs autres domaines. Donc il est préféré dans l'apprentissage qu'au front. Bon, donc en situation de crise, de guerre, il y a des jeunes qui partent au front, mais aussi il y a les usines de fabrique d'armement qui tournent à plein régime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs au niveau de l'Angleterre, les femmes ont été employées dans les usines pour la fabrication des armes et aussi les tenues pour les combattants. Donc ça c'est et les jeunes. Voilà. Donc, en plus de ceux qui vont au front, il y en a qui ne peuvent pas aller au front pour X ou pour Y raison, mais qui ont effectivement une contribution à apporter. Donc, il les préfère dans l'apprentissage. Donc, quand il dit nous allons beaucoup plus vous apprendre à fabriquer des Kalachnikov, bon, si ça aurait été quelqu'un qui est issu d'un milieu de l'agriculture ou de l'élevage, peut-être qu'il parlerait de ferme. Mais le capitaine en bon militaire n'a utilisé ici que le langage des armes. Sinon, bon, mais en bon militaire, mais également relativement au contexte sécuritaire national, comme mesure d'accompagnement à cet effort de guerre où chacun doit prendre sa part. Exactement. Donc, il faut tenir compte du contexte parce que dans une adresse à un public, le contexte y est pour beaucoup. Et donc, je pense que c'est ce contexte qui fait que à l'université, il part parler de fabrication de Kalachnikov. Sinon, bon, réellement, je pense que en ce qui nous concerne, il faut qu'on se défende, il faut qu'on se nourrisse, il faut qu'on se vêtisse, il faut que donc toutes les entités de la société doivent tourner en plein régime dans la production et l'apprentissage doit accompagner effectivement chaque entité dans la production. C'est vrai que sous la Révolution, Sankara avait déjà tenté ces fabriques-là au pied de l'échangeur à gauche. L'entreprise était là-bas qui fabriquait d'ailleurs déjà les balles. C'est vrai, je voulais l'échangeur de l'Ouest, route de Bobo. Au pied de l'échangeur à gauche, il y avait une société qui fabriquait déjà des munitions. Et voilà. Et donc, sous le président Kaboré, il y a eu un accord qui avait été signé avec la Turquie pour l'industrialisation des armes et des pièces de réchange de l'armement au niveau du Burkina Faso. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que ce dossier se trouve, parce que je ne pense quand même pas, et le chef de l'État le sait, que les étudiants, c'est à l'université que tous les étudiants vont entrer dans des labos pour fabriquer des armes. Non, il y en a qui... Bien sûr. Donc c'est par rapport certainement au contexte. Pour dire que ce qu'il attend d'eux, c'est d'apprendre à être utile, c'est d'apprendre à fabriquer des choses qui vont être utiles au Burkina, plutôt que effectivement d'aller de s'enrôler comme VDP. Même si parmi les étudiants, il y en a qui se sont enrôlés. Alors oui, justement, et cela montre aussi ce niveau de patriotisme des étudiants qui ont envie d'être des VDP, de sauver la patrie, d'aller au combat, d'aller au front. Mais cela montre aussi que, je pense, le capitaine Ibrahim Traoré a une certaine vision et pense que ces étudiants peuvent être utiles à cette guerre, pas forcément en allant au front, n'est-ce pas, Jofava? Oui, mais ce message-là, il peut être perçu différemment. Il faut qu'on se dise la vérité. On a un pays qui connaît une situation et on dit que tout le monde peut contribuer en venant se faire enrôler. Maintenant, quand vous dites ceux-là, bon, moi je préfère que vous serviez autrement. Il y en a d'autres qui diront, donc dans ce cas, moi peut-être je suis tant de profession, donc je peux servir autrement aussi en restant dans mon élément. Mais je pense qu'il était face à des étudiants, ce qu'il voulait mettre en avant, c'est qu'il y a un avenir à préparer, il y a des éléments à faire. La vocation n'est pas pour eux de prendre l'arme et d'aller au combat. Justement. Maintenant, c'est pour ça que je dis, ça peut être perçu différemment et chacun pourrait apporter son argumentaire. Voilà. Et certains diraient, bon, ça peut démobiliser, tout comme d'autres diraient, bon, ça se comprend parce que le contexte et la vocation même de l'étudiant, ce n'est pas ça. Et puis quand on regarde la tranche d'âge, c'est pas ce qu'on leur souhaite en termes d'expérience dans la vie. Maintenant, c'est un capitaine qui parle à des jeunes, à ses petits frères.
pour peut-être la plupart. Et puis dans une université où je pense qu'il connaît bien les choses. Il a fait géologie. Après son bac, c'est quoi, 2006 par là. Voilà, donc il connaît bien le milieu. Donc il y a tout ça. Il y a le contexte du moment, il y a l'émotion du moment, il y a plein d'autres choses. Mais pour moi, ça, c'est des détails dans les échanges qu'ils ont eus. Il y a, par exemple, en certains points où il a donné le conseil aux étudiants de ne pas écouter le discours de la haine. Exactement. Voilà, de rester soudés et tout. Et là, par exemple, sur ce chapitre-là, je pense aussi il y a beaucoup qui est attendu d'Ibrahim Traoré. Alors, puisque vous en parlez, il a dit exactement le fond du problème du Burkina Faso est la gouvernance et il faut que cela change. Notre moral est fort et nous n'allons jamais nous décourager. Et il a invité donc les étudiants à éviter la violence verbale et tout ce qui s'ensuit. Geoffroy Vara. Il a parlé de tolérance, non-violence et tout cela. Ah, mais disons-le tout net. Avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, même s'il y a beaucoup de points positifs qu'on pourrait ressortir, mais la parole n'est pas libre. Et l'incitation à la violence et même les menaces avec discours de meurtre, on a atteint un niveau qu'on ne connaissait pas. Et le problème, c'est que ça reste impuni. On ne va pas rappeler encore les exemples qu'on a ici. Donc, je pense que la meilleure façon de dire que ça, ce n'est pas bon, c'est que ceux qui s'en rendent coupables et qui disent le faire à votre nom, que ceux-là, ils aient à répondre. Je crois que ça aussi, c'est la vérité, c'est la sincérité, c'est là où la parole rejoint l'acte. Et sur ce chapitre-là, je dis, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire pour Bernard Bougma, d'autant que justement, il ne suffit pas de proclamer qu'il ne faut pas aller sur cette piste de la violence verbale. On a eu même des menaces de mort, comme l'a rappelé Geoffroy Vara tout à l'heure, mais il faut sanctionner, il faut sortir de cette impunité pour pouvoir asseoir effectivement la bonne gouvernance temporelle Bernard Bougma. Oui, je vais répéter ce que j'avais dit quand les jeunes du mouvement Sauvons le Burkina avaient commencé à chauffer le Burkina à son temps. J'avais dit que quand vous parlez au nom d'une autorité, vous bastonnez des gens au nom d'une autorité, vous insultez des gens au nom d'une autorité, vous les menacez au nom d'une autorité et que notre autorité dit il y a deux choses. Soit c'est elle qui est commanditaire, c'est elle qui vous a envoyé, ou bien ça fait son affaire. Ça ne peut pas être en dehors des deux. Ou c'est vous qui les avez envoyés agir en votre nom, ou ce qu'ils font, ça fait votre affaire, ça vous arrange, donc vous laissez faire. Sinon, ça ne s'explique pas. Nous sommes en train de rentrer dans le même cycle. Parce que ce que les jeunes de Sauvons le Burkina ont fait, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que on n'est pas encore arrivé à l'étape où des gens ont été bastonnés, où on a empêché des gens de pouvoir se réunir. Mais la question que je me pose aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que s'il y a des entités d'ailleurs de sons de cloche contraires qui veulent se réunir, est-ce que ces entités-là pourront se réunir sereinement et se répartir sereinement? Dans le contexte, j'attends de voir. Parce que même quand vous dites des choses qui ne plaisent pas seulement, ça pose un problème. Et donc si déjà ça pose problème, je me demande si d'autres organisations veulent se réunir pour avoir un autre regard, une autre lecture, est-ce que ces mêmes-là vont les laisser se réunir? Est-ce qu'ils ne seront pas violentés, empêchés, violentés avec, je ne sais pas moi. Oui. Parce que là, effectivement, ça craint. Déjà que sur les opinions, on ne les partage pas, le discours est très dur. Déjà que quelqu'un s'affiche avec un ambassadeur de la France qui prend photo, on appelle au meurtre. Rien que ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec telle chancellerie. Donc, voir un Burkinabé là-bas, c'est comme si c'était un paria. Mais qu'est-ce que j'en sais d'ailleurs? Au nom de quoi je dois accepter que vous puissiez dire que vous êtes d'accord avec telle entité, avec tel pays. Mais moi, vous ne pouvez pas m'accorder le minimum de droit pour dire que moi je suis d'accord avec telle ou telle entité. Les choix sont très libres. Donc on rentre dans une logique de pensée unique. Et ça, la vérité, c'est que le capitaine
doit intégrer cette donne. Parce que quand vous appelez à la tolérance, vous appelez à comment on appelle ça, à savoir raison garder, et qu'il y en a qui ne font pas montre de tolérance et qui ne savent pas raison garder et qui prétendent vous défendre, effectivement, ça prend des allures inquiétantes. Ça inquiète d'autant plus que ce n'est pas seulement des fanatiques. Ça dit que il peut arriver, il y a des fanatiques du président. Il peut arriver que des gens, de façon libre, s'affichent comme fan d'un président et soient prêts à tout. Ça peut arriver. Mais là, c'est que c'est une entité qui semble ne pas organisée, mais elle est organisée. Donc, c'est surtout ça. C'est aujourd'hui l'autre paire des manches. C'est l'autre difficulté, arriver à la question religieuse qui rentre dans le jeu, où on maudit, où on menace, alors que, bon, les autres n'ont dit qu'est-ce qu'ils pensent. Dire qu'il y a des attaques qui se multiplient, c'est des faits. Et rien que ça pose un problème. Donc, ça devient inquiétant. Alors, que dira le pouvoir face à tout ça? Parce que les images montées ces derniers temps qui appellent à manifester, quand on regarde le contenu du message déjà, ça donne une idée de ce que pourrait être le Burkina dans quelques temps, si effectivement ces gens-là ne savent pas raison garder. Et je pense, de mon point de vue, que certaines affiches que j'ai vues, c'est juste de l'intimidation, c'est juste dit pour dire, bon, nous allons nous réunir, mais que ces gens-là ne passeront pas à l'acte. Mais on ne sait rien, parce que nous sommes dans une situation de transition, avec tout, et tout peut aller dans tous les sens. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. Alors, chaque médaille a son revers et il va falloir donc rectifier le tir par rapport à cette situation-là. On espère que d'ici à là, les messages ou les signaux forts seront donnés pour qu'on rentre en droite ligne dans la bonne direction. On l'a dit tout à l'heure, cet échange avec les étudiants de l'université a eu plusieurs annonces. Une annonce qui pourrait paraître comme une digression puisqu'on était en face d'étudiants. C'est cette annonce de réforme générale des partis politiques dont le président a parlé. Il y a une réforme, a-t-il dit, des partis politiques qui est en cours. Si nous ne le faisons pas maintenant, personne ne le fera après. Alors qu'il avait déjà annoncé cette intention à la fin de l'année. Geoffroy Bara, là, il parle des partis politiques. Comment est-ce qu'on prend d'abord cette annonce-là face aux étudiants et quel peut être le contenu réel ou les intentions réelles derrière? Bon, la question d'abord n'est pas nouvelle. Ça ne commence pas avec le capitaine Ibrahim Traoré. Alassane Bala Sakandé, si on se rappelle, il disait qu'il faut qu'on ait le courage de crever l'abcès, d'éviter les candidatures fallacieuses et puis limiter le nombre de partis. Il a dit lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Christophe Dabiré. C'est cela. Donc ça veut dire que même le politique se rend compte qu'il y a un genre de problème. Parce que ce qu'on a comme offre sur la scène, est-ce qu'elle est, quand on prend le nombre de partis, est-ce qu'il y a une identité, une particularité à chacun des partis, de sorte à ce que ça justifie qu'il y ait cette pléthore. Donc c'est un vieux problème. Mais c'est pas parce que tout le monde constate un problème que c'est résolu. Le problème commence maintenant avec la dynamique et la stratégie à mettre en œuvre pour aboutir à ce que tout le monde veut. Des partis qui soient assez responsables, des partis qui, lorsqu'on les regarde, pèsent, des partis qui sont ce qu'on veut et ce qu'on attend en termes d'animation de cette scène-là. Mais les partis politiques là ne viennent pas du ciel. Souvent, il y a ça qu'on dit, ils sont à l'image de ce que vous êtes. Ils sont à notre image. Donc, tant que nous aussi, on ne change pas notre logiciel, comme disait quelqu'un, on aura ce type d'organisation-là. Et c'est dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça. Si on pense que le vote, on donne 2000, nous on va en mai, et vous voulez qu'on ait quel genre de parti politique? Si nous-mêmes c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc je veux dire que il y a quelque chose à changer de façon plus foncière. Il y a quelque chose à changer, quelque chose de structurel à changer. Maintenant, les textes, est-ce que les textes seuls
peut venir mettre tout le monde d'accord là-dessus. Peut-être. Les textes existent déjà. Peut-être. Mais il y a des textes qui existent déjà, mais qui ne sont même pas pleinement appliqués. Les partis politiques, ils ont l'obligation de renouveler, de tenir leurs instances, ils ont les obligations de siège, il y a beaucoup d'autres éléments, mais sur lesquels on n'est pas dur. Tant et si bien que, bon, on permet à, je dirais pas n'importe qui, mais pas loin de cela, de dire que lui, il est président de XY là, et comme dirait quelqu'un d'autre, ça ne peut même pas remplir le cabine téléphonique, mais oui, il est là, il se gargarise. Mais même là, on est là, disons-nous toute la vérité aussi, nous journalistes, nos plateaux. Des fois, ceux qui les animent et qui viennent, qui parlent plus fort que tout le monde, regardez aux élections ce qu'ils pèsent. Oui, c'est ça. En fait, il y en a pour qui l'activité politique vraie, c'est qu'être sur les plateaux de télé. Mais ça aussi, c'est une vérité. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on doit repenser. Maintenant, c'est bien, tout le monde est d'accord qu'il faut assainir, il faut revoir. Mais c'est comment on y arrive. Je pense que c'est là la difficulté. Maintenant, si on est sincère avec nous-mêmes, on devrait commencer déjà à être rigoureux dans l'application pleine des tests qu'on a déjà. Parce que si vous en avez qui permettent d'élaguer déjà, mais comme vous ne les appliquez pas, ça donne le nid et ça laisse faire tout le monde. Ça veut dire que si vous en prenez de nouveau, vous serez encore pas responsable dans son application. Et puis peut-être que ça peut créer, quoi qu'on dise aussi, comment on appelle cela, ça peut donner les possibilités de fermer, de verrouiller certains. On va commencer à crier, voilà, on veut m'écarter parce qu'on a peur de moi, on veut m'écarter parce que ceci, on veut cela. Il y a certains pays qui y sont allés courageusement. Quand vous prenez le cas de Talon, ça a été un long processus. Il était au départ critiqué, tout le monde disait, bon, comme politiquement il n'est pas bien assis, il veut casser le politique qui lui est bien assis ou bien le politique qui pourrait l'inquiéter. Donc ça veut dire à un moment donné, ça peut être vu d'une certaine façon. On a eu une transition. Beaucoup ont dit non, ils ont favorisé X, ils ont favorisé Y. Est-ce qu'aujourd'hui, si on commence dans cela, on ne risque pas de se retrouver dans une situation où on dit, bon, on a que ça a été fait pour écarter X, ça a été fait pour écarter Y. On a déjà des textes, je pense que si on est dur et très rigide dans son application, ça va permettre déjà de passer un cap. Maintenant, si c'est la réflexion qui est en train d'être menée et que les partis politiques eux-mêmes y adhèrent, bon, on va voir où ça va mener. Mais il y a une réalité, c'est que tous les Burkinabés le remarquent eux-mêmes. On est dans une pléthore de partis sans avoir des offres qui soient vraiment différentes. Et puis pour terminer, pour moi, c'est un peu comme... c'est comme la vie économique, c'est les mêmes modèles. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'offreur et puis le demandeur. L'offreur ici, c'est le parti politique qui vient vendre un rêve, celui d'un Burkina où il veut vous emmener. Et puis le demandeur, c'est celui qui vient Burkina meilleur. Et il regarde les offres de Burkina meilleur qu'on lui donne et il cherche celui qui est le plus convaincant, qui lui montre que voilà où je peux vous emmener et voilà la façon dont je vais procéder pour vous y emmener. Lorsqu'il est convaincu, comme en économie, l'achat devient l'acte de l'acceptation entre l'offreur et le demandeur. Et le vote et l'acceptation du futurible qui lui a été vendu. Et là, il vient et dit, je choisis ceci. Je crois en ce Burkina que lui m'offre et je crois en la stratégie pour y arriver. Donc, voilà ma voie, je te la donne. Normalement, c'est comme ça. Mais en même temps aussi, comme tout marché, il y en a qui viennent, mais comme le produit n'est pas bon, personne ne veut acheter. Et quand c'est comme ça, le gars, le matin au soir, il ne vend rien. Le lendemain, pareil. À un moment donné, puis c'est pareil. Vous demandez, mais le gars, il est allé où? Moi, il n'est plus venu ici. Il y a fait 2 jours, on ne le voit pas. Mais il y a des partis qui ferment comme ça. C'est-à-dire, en même temps qu'ils ont fait leur assemblée constitutive, vous demandez après eux, on dit, bon, nous ne sommes même plus là. Donc, je veux dire que quelquefois, il y a un mécanisme naturel autorégulateur. Ça aussi, c'est une réalité. Mais comme en économie, on lui dit, quelquefois, l'offre crée sa propre demande, même quand c'est médiocre. Il y en a qui viennent, parce que ça existe, ils viennent y adhérer. C'est ça la réalité. Ils viennent y adhérer, c'est ça la réalité. Plus de 200 partis politiques au Burkina, c'est quand même un peu trop, même si on est dans un régime, sous un régime de multipartisme intégral. Vous avez fait mention de l'exemple du Bénin tout à l'heure, le Bénin qui vient de sortir d'élections législatives en attendant les résultats définitifs, puisqu'il y a les recours. Eh bien, seulement 7 partis ont pris part à ces élections législatives. 3
seront représentés à la prochaine législature du Parlement. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Il y a eu des lois et des réformes qui sont passées par là, bien entendu, pour tamiser un peu. Et ces réformes qui ont été rejetées par des partis en 2019, ou les partis qui ont rejeté ces réformes en 2019, se sont inscrits dans le processus pour les élections de cette année. Pour vous, quelle signification on peut donner à une telle annonce de réformer le système partisan au Burkina devant les étudiants? Oui, mais contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas milieu plus politisé d'ailleurs que l'université. Ouais, c'est ça. Quel est ce parti politique qui n'a pas un secrétaire, comment on appelle ça, aux questions universitaires? Il n'y en a pas. Tous les partis politiques. Et aujourd'hui, vous prenez certains cadres, sont passés par ça. L'ancien ministre Bachir Ismaël était pratiquement le représentant des étudiants CDP avec dans le même groupe de Issou Zungrana. Et j'en oublie, ils sont nombreux. Et au niveau de, comment on appelle ça, Laurent Bado, Taïrou Bari, Sango, et comment on appelle ça, et bien d'autres jeunes. Marc Bonogo qui est au niveau du CDP, il était à l'UNIR, et puis au niveau de l'UNIR, Bernard Tago. Moi j'en oublie, ils sont très nombreux ces jeunes-là qui étaient dans les partis politiques. Et au niveau de l'ADF, c'était aussi, ils sont très nombreux. Donc ce n'est pas, ça c'est d'ailleurs le lieu, contrairement à ce qu'on pense, d'un débat politique et idéologique très prononcé où se joue à l'arrière-garde des vrais combats idéologiques. Donc ça dit c'est des jeunes également qui sont instrumentalisés à un moment donné par les partis politiques. Parfois de façon consciente, parfois non. Donc il fait bien d'en parler devant les étudiants. Il fait bien d'en parler, de dire que certains de vos maîtres qui vous manipulent, je veux mettre de l'ordre dans ce domaine. Et les étudiants même sont conscients. Derrière chaque étudiant en général se cache soit une idéologie ou un parti politique derrière. Et ça peut le dire. Donc c'est un lieu, puisque c'est le lieu où on fabrique déjà le cadre de demain. Donc on l'outille sur le plan technique, mais sur le plan politique, pour qu'il soit techniquement compétent et politiquement conscient. C'est d'ailleurs la phrase. Techniquement compétent, mais politiquement conscient. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, le dire là-bas, c'est aussi l'annonce qu'il y a un ordre à mettre. Parce que sur le visage de ces étudiants, mon ami, c'est plein d'appartenance politique. Donc déjà dans les partis politiques, pour les mobilisations, pour les élections, pour les meetings et tout. Donc l'université, pendant l'insurrection populaire, c'est venu démontrer de ce que l'université a eu comme part contributive. C'est vrai que l'insurrection populaire, il y a une lutte sociale, mais la question était d'abord politique. C'est d'abord l'article 37 qui a été l'élément déclencheur de tous les autres éléments. Mais c'est l'élément phare politique. Mais on a vu cette prise de position des étudiants de l'université dans les organisations de la société civile et dans les partis politiques. Oui, c'est ça. Donc la réalité, on a effectivement des partis politiques qu'on doit revoir. Ça, je suis d'accord. Sur près de 200 partis politiques, l'Assemblée législative de la 8e législature, il n'y avait que 14 partis politiques qui siégeaient à l'Assemblée nationale, ou bien 15. Pas plus que ça. Sur plus près de 200, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'existent que de nom. Monsieur se balade avec le parti dans son cartable. Il n'y a pas d'instance qui soit tenue. Et quand le ministère fait le point et épingle certains, ils font des conférences de presse pour se plaindre. Qu'on les jette à la vindicte populaire, que pourtant eux, ils ont tenu leurs instances. Monsieur, vous n'avez pas tenu vos instances, vous n'avez pas tenu. Donc, il y a un ordre à mettre. Maintenant, au nom du fait que comme on appelle ça, la liberté d'association c'est un droit constitutionnel, on ne peut pas l'empêcher. Maintenant, on met des conditions d'exercice, c'est tout. Tous les enfants du Burkina ont droit au boulot. Tous les jeunes ont droit au boulot. Donc, on doit d'être fonctionnaire de l'État burkinabé. Mais quand vous voulez être fonctionnaire de l'État burkinabé, on dit que vous passez par un concours. Et certains concours, à l'intérieur même d'abord de ces concours, il y a d'autres conditions qu'on ajoute, des conditions de taille. Il faut telle taille. Donc déjà, la taille a éliminé des gens qui avaient droit, par leur âge, par leur diplôme, on dit qu'ils n'ont pas la taille. Et puis c'est fini, ils ne peuvent pas. Donc, c'est dire quels sont les garde-fous, les conditions qu'on met après. Sinon, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, il y a plusieurs autres petits partis politiques, excusez-moi le terme petit parti politique, qui accompagnent soit les démocrates, soit les républicains, ou aussi qui ont choisi un combat dans un pan de la société, ça peut être l'écologie. Et ils en font un combat.
Donc je pense qu'on est arrivé à un niveau où cette réforme doit avoir lieu. Et le dire également aux étudiants, pour des cadres de demain, pour des leaders politiques de demain, pour les ministres de demain, pour les députés de demain, les maires de demain, c'est pas se tromper d'endroit. C'est déjà mettre en tête que une partie de ce que nous vivons comme problème, c'est aussi dû à la politique. Beaucoup de machinations, beaucoup d'orchestration sur le plan politique et de manipulation des jeunes. Et moi, je pense que c'est très important qu'on leur porte le message, même si prioritairement c'est un message adressé à leur patron, au parti politique, et secondairement, les jeunes également qui prennent part, on doit leur tenir également ce discours. Et j'attends également que peut-être un rendez-vous avec les femmes, où il faut également peut-être dire de mon point de vue, parce que c'est une autre frange qui est très, très exploitée, très manipulée d'ailleurs par les partis politiques. Alors oui, c'est important de le dire, et on reviendra sans doute sur ce débat, parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que comme il s'agit d'un multipartisme intégral, il ne faut pas limiter le nombre de partis, les règles doivent être appliquées. On verra comment tout cela fonctionne. Mais un mot rapide pour terminer cette émission sur cette autre rencontre du chef de l'État avec les enseignants-chercheurs, les administratifs et affiliés, les administratifs, le personnel administratif, technique, ouvrier de service de toutes les universités de notre pays. C'était toujours le 17 janvier dernier, une rencontre qui a permis donc aux enseignants-chercheurs d'exposer les grandes préoccupations de l'enseignement supérieur et de la recherche et de comprendre la vision et les attentes du chef de l'État. Donc le chef de l'État a fait d'une pierre deux coups. Il a rencontré les étudiants, mais il a également rencontré les enseignants-chercheurs, les administratifs et tout ce qui tourne autour des services universitaires. Alors c'est une double direction qui est intéressante dans le cadre du déroulé du programme ou de la vision du chef de l'État. Oui, c'est clair, c'est important. J'ai dit, il doit bien connaître la réalité estudiantine pour avoir été il n'y a pas longtemps étudiant en géologie. Maintenant, il est revenu, comme le disait notre élément, notre reportage, en capitaine, avec la fonction de chef d'État. Maintenant, il faut comprendre aussi l'autre côté, c'est-à-dire que vous aviez eu des enseignants, c'est vrai que vous compreniez plus ou moins quelles pourraient être leurs conditions de travail et tout, mais il y a d'autres réalités que vous ne maîtrisez pas. Il y a un ministre qui peut vous en faire le point, mais quand vous avez l'opportunité de prendre langue directement et de les écouter, je pense que ça aussi c'est bon. Vous parlez du personnel Atos, donc c'est normal. C'est normal qu'il discute avec eux. Maintenant, il a dit quelque chose aussi qui est très, très intéressant. Il dit, il n'a pas la prétention de tout régler. Bien sûr. Il va jeter des jalons que celui qui viendra après pourra gérer. Quand on parle de nos universités, le problème est structurel. Aucune solution ponctuelle ne peut venir régler quoi que ce soit. Il faut accepter, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui a été très mal construit depuis le fondement, il faut accepter à un moment donné de casser et puis de tout reprendre. On est à ce stade-là aujourd'hui. Et comme on est déjà montré globalisé, et vous êtes obligé de vous faire à certaines réalités qui viennent vous rejoindre. Quand on parle de LMD et tout ça, c'est des systèmes qui ont été perfectionnés ailleurs, mais qui ont marché. Mais parce qu'ils ont mis les bons jalons, ils ont mis les bons fondements, et c'est pour ça que ça roule. Vous êtes dépassé, vous êtes dans des effectifs pléthoriques avec des infrastructures qui ne suivent pas, un corps enseignant qui se cherche. Maintenant, vous voulez aller dans la même réalité sans Internet, en termes d'accès pour un étudiant, sans ordinateur, vous voulez y aller. Mais c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de choses à repenser. Et c'est sûr que les écouter, c'est le début. Beaucoup les ont écoutés aussi. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après. C'est ça le gros problème. Et c'est là où chez nous, voilà, ça ne marche pas. Il faut justement dépasser l'élégance de la parole et passer à l'élégance de l'action. 30 secondes, Bernard Bougman, sur cette rencontre avec justement ce pan du monde universitaire qui est aussi important. Oui, tout à fait. Dans cette université d'ailleurs trône un amphi qu'on appelle l'amphi PSUT, qui fait partie de ce que les transitaires, si je peux m'exprimer ainsi, ceux qui ont géré la transition de 2015 d'ailleurs ont construit l'amphi PSUT, qui accueille des rendez-vous au niveau, c'est bien construit et tout. Bon, voilà. Donc c'est une marque de l'ancienne transition 2014-2015. Quelle marque va laisser le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades? L'autre enjeu, c'est comme il a dit, il faut être honnête. Il ne peut pas régler tous les problèmes, même s'il reste président ad vitam aeternam, ce n'est pas possible. Maintenant, quels sont les jalons, quelles sont les bases, les fondations pour une
universités fortes, renforcées, et pour pouvoir continuer à régler en partie les problèmes qui existent. Ça, je pense que c'est beaucoup plus là, le travail d'Hercule. C'est beaucoup parce que poser les fondations, ce n'est pas aussi simple. Parce que qui dit poser fondation parle de creuser pour pouvoir faire couler le béton. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est plus facile de poser les briques après, mais la fondation est très importante. Et si on échoue dans la fondation, ça ne va pas marcher. Donc, quelle fondation pour une université meilleure de demain pour les étudiants? Je pense que c'est cette réponse. On attend de voir la réponse qu'il va donner. Une fondation forte, donc, puisque le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche est exposé à une croissance exponentielle des effectifs des étudiants qui sont passés de 30 000 en 2005-2006 à 204 000 en 2022, la baisse des subventions publiques à la sécurisation des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, c'est ce qu'on a appris au détour de ces rencontres du chef de l'État. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué les rencontres le 17 janvier dernier du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les acteurs du monde universitaire de notre pays. 2 juges du tribunal de l'actualité ont siégé pour l'audience du jour. Bernard Bougman, merci. Merci, Président. Merci à vous, Geoffroy Barra. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et notez bien que rien ne vaut la vie. Nous devons donc tous ensemble tracer la nôtre à l'osier de la vérité, de l'intégrité et de la solidarité. En attendant, prenez déjà le rendez-vous pour le prochain pour la prochaine audience du tribunal de l'actualité. C'est demain. Et demain, même heure, même antenne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.